Le métro parisien crachait ses derniers voyageurs de la nuit quand Anne découvrit le visage de sa sœur en une de gala. Ses mains tremblèrent légèrement en tenant le magazine abandonné sur le siège d'en face. Émilie Dubois organise le gala de charité le plus exclusif de Paris, proclamait le titre en lettres dorées. 5 ans. 5 années entières, sans un mot, sans un regard, sans même un message d'anniversaire. Anne observa cette femme élégante sur la photo, souriante dans une robe de créateur, entourée de personnalités du tout Paris. Était-ce vraiment sa petite sœur? Cette Émilie aux cheveux lissés parfaitement, aux dents d'un blanc éclatant, aux ongles manucurés qui n'avaient jamais changé une perfusion. Gala pour les enfants malades, 300 invités attendus au Georges V, lut-elle à voix basse dans le wagon vide. Les enfants malades, le quotidien d'Anne depuis 8 ans. Chaque nuit à l'hôpital Saint-Louis, elle veillait ses petits corps fragiles, consolait des parents épuisés, tenait des mains moites de fièvre. Et Émilie organisait des galas pour eux, dans des palaces où le prix d'un verre de champagne pourrait payer 1 semaine de médicaments. Le train s'arrêta brutalement. Anne ferma les yeux et immédiatement, les souvenirs l'assaillirent comme une gifle. « Nous deux contre le monde, Anne !» C'était la promesse qu'Émilie lui avait faite aux funérailles de leurs parents, 10 ans plus tôt. Elles avaient 18 et 16 ans, orphelines d'un coup, perdues dans un monde qui basculait. Anne revoyait sa petite sœur en robe noire trop grande, agrippée à sa main comme à une bouée de sauvetage. « Tu me promets qu'on restera ensemble, toujours ?»« Toujours, Émilie. Je te le promets. » Mensonge. Tout n'était que mensonge. Anne descendit à Châtelet, le magazine serré contre sa poitrine. Les néons blafards de la station éclairaient sa blouse d'infirmière froissée, ses cheveux tirés en queue de cheval fatigué, ses chaussures blanches usées par des milliers de kilomètres dans les couloirs d'hôpital. Chez elle, dans son studio de Belleville, Anne s'observa dans le miroir de sa salle de bain. Là, juste au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, cette fine cicatrice blanche. Souvenir indélébile de la nuit où tout avait basculé. Elle était au volant cette nuit-là. Pluie battante sur l'autoroute A6, retour de week-end en famille. Un camion qui dérapait, des phares qui l'aveuglaient, le hurlement d'Émilie sur la banquette arrière, puis le noir. Anne avait survécu. Leurs parents, non. « C'est ta faute !» avait crié Émilie 5 ans plus tard, le jour de leur dernière dispute. « Tu refuses de toucher à l'argent parce que tu te complais dans ta culpabilité. Tu gâches ta vie et tu m'empêches de vivre la mienne. » L'argent. Cette enveloppe de la banque qu'Anne recevait chaque mois depuis 10 ans et qu'elle rangeait sans l'ouvrir. L'assurance vie de leurs parents qui grossissait en silence, alimentée par les intérêts composés. 5 millions d'euros qu'elle n'avait jamais eu le courage de toucher. Anne posa le magazine sur sa table de nuit et observa encore une fois le sourire parfait d'Émilie. Sa sœur avait épousé un banquier, adopté son nom, son monde, ses codes. Elle vivait désormais dans un appartement haussmannien du 16e, organisait des déjeuners de charité, portait des sacs à main qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel d'Anne. Et elle organisait un gala pour les enfants malades, ces mêmes enfants qu'Anne berçait quand ils pleuraient de la nuit. Une impulsion soudaine traversa Anne comme un électrochoc. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de l'hôtel Georges V. « Bonsoir. Je souhaiterais des informations sur le gala de Madame Dubois demain soir. » Sa voix tremblait à peine. Pour la première fois en 5 ans, elle allait revoir sa petite sœur, même si cette petite sœur l'avait rayée de sa vie comme on efface une tache gênante. Le Georges V scintillait de 1000 feux dans la nuit parisienne. Anne observa les voituriers qui se précipitaient vers les Bentley et Ferrari, les femmes en robe de soirée qui descendaient gracieusement des limousines, leurs bijoux étincelant sous les projecteurs. Elle porta la main à sa robe noire empruntée à sa collègue Martine, un simple fourreau qui sentait encore légèrement l'eau de Javel de l'hôpital. « Mademoiselle, votre invitation ?» demanda l'agent de sécurité d'un ton poli mais ferme. Anne sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas d'invitation. Elle n'avait qu'un espoir fou et une détermination qui l'avait portée jusqu'ici. « Je suis Anne, la sœur d'Émilie Dubois. Je souhaiterais lui parler. » L'homme fronça les sourcils, détaillant cette femme aux mains abîmées par les désinfectants, aux cheveux simplement tirés en chignon, si différente des invités habituels. « Un instant, s'il vous plaît. » Anne attendit,
le cœur battant, observant par les portes vitrées l'élégance du hall d'entrée. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de champagne, des rires cristallins résonnaient, et au centre de tout cela, Émilie. Sa petite sœur avait maintenant 26 ans, mais semblait en avoir 30 dans cette robe bordeaux qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, révélant des boucles d'oreilles qui devaient coûter plus cher que 6 mois de salaire d'Anne. Elle souriait, parlait avec aisance à un groupe d'hommes en smoking, sa gestuelle étudiée trahissant des années d'apprentissage des codes de la haute société. « Madame Dubois va vous recevoir », annonça l'agent en revenant. Anne fut escortée à travers le hall somptueux. Ses pas résonnaient différemment de ceux des autres femmes. Ses chaussures plates et pratiques contrastaient avec le claquement élégant des talons aiguilles sur le marbre. Émilie se retourna lentement quand on lui signala la présence de sa sœur. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en 5 ans. Le temps sembla suspendu. Anne cherchait dans ses yeux verts qu'elle connaissait si bien une trace de la petite fille qui grimpait dans son lit après les cauchemars. Mais elle n'y trouva qu'une froideur polie, presque hostile. Anne. Sa voix était différente, plus grave, avec une pointe d'accent parisien sophistiqué qui masquait leurs origines modestes. « Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai vu l'article dans Gala. Les enfants malades, c'est mon quotidien. Je voulais contribuer à ta cause. » Un sourire crispé passa sur les lèvres d'Émilie. Elle jeta un regard discret autour d'elle, s'assurant que leur conversation n'attirait pas l'attention. « Tu aurais pu envoyer un chèque. Il y avait vraiment besoin de te déplacer ?» Chaque mot était une gifle. Anne sentit sa gorge se serrer, mais elle tint bon. « J'ai pensé que ce serait bien de nous voir. Il y a eu trop de malentendus entre nous, Émilie. Nous sommes les dernières de la famille. » Justement. Émilie baissa la voix, ses yeux lançant des éclairs. « Nous avons fait nos choix. Tu as choisi de rester dans le passé. Moi, j'ai choisi d'avancer. Ces gens, elle désigna discrètement l'assemblée. Ils connaissent Émilie Dubois, épouse de Philippe, organisatrice de galas de charité. Ils ne connaissent pas notre histoire. » Anne encaissa le coup. Sa sœur avait effacé jusqu'à leur nom de famille, adoptant celui de son mari comme une nouvelle identité. « Tu as honte de moi. Je n'ai honte de personne. Mais nous évoluons dans des mondes différents maintenant. Regarde-toi, Anne. Regarde-nous. » C'était cruel, et pourtant vrai. Émilie rayonnait dans cet univers de luxe, comme si elle y était née, tandis qu'Anne se sentait comme une intruse dans sa robe d'emprunt. « Très bien, » murmura Anne, puisant dans ses dernières forces. « Mais puisque je suis là, laisse-moi au moins faire un don, pour les enfants. » Émilie parut surprise, puis méfiante. Elle connaissait le salaire d'une infirmière. « Combien ? Tu le sauras demain soir, avec les autres donateurs. » Anne sortit de son sac une enveloppe scellée qu'elle avait préparée avec soin. À l'intérieur, un chèque et une instruction précise, à annoncer uniquement au moment de la présentation des dons principaux. Émilie prit l'enveloppe avec un sourire condescendant. « Très bien. Mais ensuite, tu pars discrètement. D'accord ?» Anne hocha la tête, la gorge nouée. Elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie, mais ne put s'empêcher de se retourner une dernière fois. Émilie était déjà retournée à ses invités, riant avec élégance, l'enveloppe négligemment glissée dans son sac à main de créateur. Elle avait cette aisance naturelle que leur mère avait toujours admirée, cette capacité à s'adapter, à charmer, à appartenir. Mais en observant sa sœur plus attentivement, Anne remarqua quelque chose que les autres ne pouvaient voir. La façon dont Émilie serrait imperceptiblement les poings quand elle riait, la légère tension de ses épaules, ce pli presque invisible au coin de ses yeux qui trahissait une fatigue profonde. Sa petite sœur n'était peut-être pas aussi épanouie qu'elle voulait le faire croire. Anne quitta l'hôtel avec cette pensée troublante, emportant avec elle l'image d'Émilie brillant de 1000 feux dans sa robe bordeaux, et cette enveloppe qui allait tout changer. Le lendemain soir, Anne se glissa discrètement dans le salon principal du Georges V. Les lustres de cristal projetaient des reflets dorés sur les robes de soirée, et l'air vibrait de conversations feutrées mêlées au tintement délicat des coupes de champagne. Elle avait choisi une place près du fond, espérant passer inaperçue jusqu'au moment fatidique. Émilie rayonnait au centre de la pièce, resplendissante dans une robe émeraude qui épousait ses formes comme une seconde peau. Elle évoluait avec grâce entre les invités, un sourire parfait scotché aux lèvres, distribuant des remerciements chaleureux,
et des anecdotes sur les enfants malades qu'elle n'avait probablement jamais rencontrés. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle dans le micro, sa voix claire portant dans tout le salon, ce soir, nous nous réunissons pour une cause qui me tient particulièrement à cœur. Ces enfants ont besoin de nous, et grâce à votre générosité, Anne observait sa sœur, hypnotisée malgré elle par cette assurance, cette prestance naturelle. Émilie avait toujours eu ce don, même petite. Elle pouvait charmer leurs parents, convaincre les professeurs, obtenir tout ce qu'elle voulait avec un sourire. Tout avait bien commencé jusqu'à ce qu'un serveur, bousculé par un invité gesticulant, trébuche près d'Anne. Le plateau vacilla, et le contenu d'un verre de vin rouge se répandit sur sa robe noire, créant une tache écarlate qui s'étendait comme une blessure. « Oh mon Dieu !» s'exclama une femme nearby. « Regardez-moi ça !» Les têtes se tournèrent envers Anne, les murmures commencèrent. Elle tenta de nettoyer tant bien que mal avec sa serviette, mais la tache ne faisait que s'étendre. « Ce n'est rien !» murmura-t-elle au serveur affolé. « C'est un accident. » Mais les regards pesèrent sur elle, ces regards de jugement qu'elle connaissait si bien. Quelques invités ricanèrent discrètement, chuchotant entre eux. Elle entendit distinctement « Qui a laissé entrer cette femme ?» Et « Elle n'est manifestement pas à sa place ici. » Émilie avait interrompu son discours, alertée par l'agitation. Quand elle aperçut Anne au fond du salon, tachée de vin, entourée de regards moqueurs, quelque chose se brisa dans son expression soigneusement contrôlée. Peut-être était-ce l'alcool qu'elle avait bu pour gérer son stress. Peut-être était-ce la pression de maintenir son image parfaite. Ou peut-être était-ce simplement 5 années de rancœur accumulée qui explosèrent d'un coup. « Excusez-moi », dit-elle dans le micro, avant de traverser le salon à grands pas, ses talons claquant furieusement sur le marbre. Le silence se fit progressivement, tous les regards convergeant vers les deux sœurs. Les téléphones se levèrent instinctivement. Les caméras des réseaux sociaux se braquèrent sur la scène qui se jouait. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» siffla Émilie, assez fort pour que les premiers rangs entendent. « Émilie, s'il te plaît, on peut en parler tranquillement. » Tranquillement ? La voix d'Émilie monta d'un cran, portée par le micro qu'elle tenait encore. « Tu débarques dans ma soirée, tu te ridiculises devant meus invités, et tu voudrais qu'on parle tranquillement ?» Anne sentit tous les regards peser sur elle. 300 paires d'yeux la jaugeaient, la jugeaient, la condamnaient. Elle était la tache dans ce décor parfait, l'intruse dans ce monde doré. Je voulais juste... « Tu voulais quoi ?» explosa Émilie, et cette fois sa voix résonna dans tout le salon. « Gâcher ma soirée comme tu as gâché notre famille, traîner ton malheur ici comme tu l'as traîné partout ?» Les mots suivants sortirent de sa bouche comme des poignards. « Cette mendiante n'est pas de ma famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les serveurs s'étaient figés. Les téléphones captaient chaque seconde de cette humiliation publique, diffusant en direct sur Instagram, TikTok, Facebook. Anne encaissa le coup comme une gifle physique. Mendiante. Le mot résonna dans sa tête, effaçant d'un coup 8 années de service dévoué à l'hôpital, des milliers d'heures passées au chevet de malades, tous ces dons anonymes qu'elle avait faits. Mendiante. 2 agents de sécurité s'approchèrent discrètement d'Anne, prêts à l'escorter vers la sortie. Elle leva les yeux vers sa sœur, cherchant une dernière fois un signe de la petite fille qu'elle avait aimée. Mais Émilie avait déjà tourné les talons, regagnant le centre du salon avec un sourire forcé, tentant de sauver les apparences devant ses invités médusés. « Excusez cette interruption », dit-elle dans le micro d'une voix qui tremblait légèrement. « Reprenons notre soirée, voulez-vous » Anne traversa le salon sous les regards, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient. Elle entendait les chuchotements, les commentaires, les rires étouffés. En passant près de la sortie, elle croisa le regard d'un homme aux cheveux bruns qui semblait sincèrement troublé par la scène. Contrairement aux autres, il n'y avait aucune moquerie dans ses yeux, seulement une compassion authentique. Dehors, sous la pluie parisienne qui recommençait à tomber, Anne s'effondra contre un mur. Sa robe tachée collait à sa peau. Ses cheveux défaits ruisselaient. Mais ce qui la blessait le plus, c'était cette phrase qui tournait en boucle dans sa tête. Cette mendiante n'est pas de ma famille. Sa petite sœur venait de la renier publiquement, devant 300 témoins et des milliers d'internautes. Et demain, quand l'enveloppe serait ouverte,
Émilie découvrirait qui était vraiment la mendiante dans cette histoire. La pluie tambourinait sur les vitres du petit café de nuit où Anne s'était réfugiée, encore tremblante de l'humiliation. Ses cheveux mouillés collaient à ses joues, et la tache de vin sur sa robe avait pris une teinte bordeaux foncé sous la lumière blafarde des néons. « Excusez-moi, vous êtes bien la femme de tout à l'heure » Anne leva les yeux. L'homme aux cheveux bruns qu'elle avait remarqué dans le salon se tenait debout près de sa table, une expression inquiète sur le visage. « Je suis Thomas Moreau, journaliste au Figaro. J'ai assisté à ce qui s'est passé. Ça va ?» Anne haussa les épaules, incapable de parler. Il s'assit en face d'elle sans y être invité, commandant 2 cafés au serveur endormi. « Votre sœur a été d'une cruauté. Je n'ai pas de mots. » Thomas secoua la tête. « Mais ce qui m'intrigue, c'est votre présence à ce gala. J'enquête depuis des mois sur les détournements dans les galas de charité parisiens. Émilie Dubois est sur ma liste. » Le cœur d'Anne se serra. Sa sœur, malhonnête, l'idée lui était insupportable, même après ce qui venait de se passer. Vous vous trompez. Émilie peut être difficile, mais elle n'est pas une voleuse. 3 galas en 2 ans, plus de 300 000 € de frais inexpliqués. Robes de créateurs payées sur les fonds de l'association, voyages de luxe. Thomas sortit un carnet de notes. Mais vous, qu'est-ce qui vous amène vraiment là-bas ? Une infirmière qui fait un don à un gala du Georges V. Anne serra sa tasse entre ses mains. Comment expliquer sans révéler l'ampleur de son sacrifice ? Les enfants malades, c'est mon quotidien depuis 8 ans. Chaque nuit à Saint-Louis, je vois ces familles qui comptent chaque euro pour les traitements. Alors oui, j'ai voulu aider. Combien ? La question simple l'a prit au dépourvu. Thomas avait cette façon directe, presque brutale, de poser les questions qui comptaient. Plus que je ne peux me le permettre. « Madame » Thomas s'interrompit. « Comment dois-je vous appeler ?»« Anne, juste Anne. »« Anne, j'ai fait mes recherches avant le gala. Savez-vous qu'à l'hôpital Saint-Louis, on parle d'une bienfaitrice mystérieuse ? Une femme qui paie discrètement les frais de traitement des familles en difficulté, qui a financé l'achat d'un nouveau respirateur pédiatrique l'année dernière ?» Anne pâlit. Comment avait-il découvert cela ? Plus de 400 000 € donnés anonymement ces 8 dernières années, continua Thomas. C'est vous, n'est-ce pas ? Les larmes montèrent aux yeux d'Anne. Personne n'était censé savoir. Elle avait tout fait pour rester invisible, pour que ses dons ne soient jamais tracés jusqu'à elle. Pourquoi ? Chuchota Thomas. Pourquoi vous cachez-vous ? Anne ferma les yeux, et immédiatement, elle revit la scène. Les phares qui l'aveuglaient, le hurlement d'Émilie, le bruit atroce de la tôle froissée. Parce que j'ai survécu et pas eux. Parce que chaque matin, je me réveille en me demandant pourquoi c'est moi qui suis encore là. Mes parents, ils sont morts dans cet accident et moi j'étais au volant. Sa voix se brisa. Thomas tendit la main vers la sienne, un geste simple et réconfortant. L'argent de l'assurance vie ? 5 millions, 10 ans que je les regarde grossir sur mon compte sans oser y toucher. Jusqu'à aujourd'hui. Thomas écarquilla les yeux. « Vous voulez dire que votre don de ce soir ? » ?»« Tout. J'ai tout donné. Les 5 millions. » Anne releva la tête, ses yeux brillants de larmes et de détermination. « Je voulais prouver à Émilie que moi aussi je pouvais faire quelque chose de ma vie, comme elle dit, que je n'étais pas qu'une ratée qui s'apitoie sur son sort. » Le silence s'installa entre eux. Thomas la regardait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « 5 millions d'euros. » répéta-t-il lentement. « Savez-vous que c'est le don le plus important jamais fait à un gala de charité en France cette année ?» Anne esquissa un sourire amer. « Et elle m'a appelée mendiante devant tout le monde. Demain soir, quand ils annonceront les dons à la télévision, » Thomas se pencha vers elle. « Votre sœur va découvrir qui était vraiment la mendiante dans cette histoire. » Anne hocha la tête, une lueur de satisfaction vengeresse dans les yeux. « Je sais, et j'ai hâte de voir sa tête. » 24 heures plus tard, Anne était assise dans son petit studio de Belleville, Thomas à ses côtés sur le canapé défraîchi. La télévision diffusait en direct la soirée de remise des prix du gala, retransmise en prime time sur France 2. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez fait ça », murmura Thomas, tenant sa main dans la sienne. Cette main d'infirmière aux ongles courts, si différente de celle qu'il avait l'habitude de voir dans ce milieu. À l'écran, Émilie apparut dans une nouvelle robe,
encore plus somptueuse que celle de la veille. Bleu nuit constellée de paillettes, elle étincelait sous les projecteurs du plateau télé, son sourire parfait figé pour les caméras. « Et maintenant » annonça l'animateur, « le moment que tout le monde attend, la révélation des dons exceptionnels de cette soirée charitable. Madame Dubois, vous nous aviez promis des surprises ?» Émilie rit, de ce rire cristallin qu'Anne connaissait par cœur. « Effectivement, Jean-Luc, nos généreux donateurs ont vraiment dépassé nos espérances. » L'organisateur du gala monta sur scène avec une enveloppe dorée. Commençons par ordre croissant. Monsieur Bertrand Leclerc, PDG de Les Noms s'égrenèrent. 50 000 € par-ci, 100 000 par-là. Des sommes considérables qui faisaient applaudir le public. Émilie rayonnait, saluant chaque annonce avec grâce. Anne sentit son cœur s'accélérer. Thomas serra sa main plus fort. « Et maintenant ?» poursuivit l'organisateur en ouvrant la dernière enveloppe. « Un don tout à fait exceptionnel qui va bouleverser nos statistiques. » Le silence se fit dans le studio télé. Émilie se tenait droite, son sourire confiant aux lèvres, persuadée qu'un de ses riches contacts avait fait un geste grandiose. « Anne, donne 5 000 €, bienfaitrice principale. » Les mots résonnèrent dans le studio comme une déflagration. Sur l'écran géant derrière l'animateur, le nom d'Anne s'afficha en lettres majuscules dorées, accompagné du montant vertigineux. Émilie cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à traiter l'information. Son sourire se figea, ses joues se vidèrent de leur couleur. « 5 millions d'euros », répéta l'animateur, ébahi. « C'est le don le plus important jamais enregistré pour un gala de charité en France. Madame Dubois, vous connaissiez cette... Anne ?» La caméra zooma sur le visage d'Émilie. Anne la vit pâlir. Ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Sa sœur cherchait ses mots, mais aucun son ne sortait de sa bouche. « Émilie » insista l'animateur. « Cette bienfaitrice exceptionnelle ?»« Elle... » Émilie porta une main à son front, vacillant légèrement. « Cette Anne, c'est... » Et soudain, sous les yeux de 3 millions de téléspectateurs, Émilie Dubois s'effondra. Ses jambes se dérobèrent. Elle s'écroula sur le plateau en direct, sa robe pailletée s'étalant autour d'elle comme une flaque scintillante. La panique gagna le plateau. L'animateur se précipita. Les caméras continuèrent de tourner, captant chaque seconde de cette chute spectaculaire. En arrière-plan, on entendait les exclamations du public et le brouhaha de l'équipe technique. Dans son studio, Anne regardait sa sœur inconsciente, allongée sur le sol du plateau télé. Un mélange complexe d'émotions l'envahit. Satisfaction, tristesse, culpabilité. « Mon Dieu !» souffla Thomas. Elle s'est vraiment évanouie en direct. Son téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Notification sur notification, Twitter, Instagram, Facebook. Les hashtags « Adlosseur rejeté » et « Per 5 millions € » explosèrent déjà sur les réseaux sociaux. « Regardez !» dit Thomas en lui montrant son écran. Les internautes ont retrouvé la vidéo d'hier soir. « Cette mendiante n'est pas de ma famille » est en train de devenir virale. Anne lut quelques commentaires par-dessus son épaule. Mais quelle honte, traiter sa propre sœur de mendiante quand elle donne 5 millions. Cette Émilie Dubois est ignoble. Bravo à Anne, une vraie héroïne. J'ai les larmes aux yeux. Comment peut-on être aussi cruel avec sa famille? À la télévision, Émilie reprenait connaissance, aidée par les secouristes. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient défaits, son image parfaite détruite en quelques secondes. « Anne, » dit Thomas doucement, « votre téléphone n'arrête pas de sonner. » En effet, l'écran affichait « Émilie » depuis 5 minutes. Sa sœur tentait désespérément de la joindre. « Je ne décroche pas, pas maintenant. » Thomas hocha la tête, comprenant. Il passa un bras autour de ses épaules. « Comment vous sentez-vous » Anne réfléchit un moment, observant l'agitation sur le plateau télé, où Émilie tentait de reprendre contenance. Vide, triste et en colère, elle se tourna vers Thomas. Mais aussi libre. Pour la première fois en 10 ans, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui compte vraiment. Sur l'écran, Émilie avait réussi à se relever et tentait maladroitement de sauver les apparences. Mais son trouble était évident. Le mal était fait. Dans quelques heures, la France entière connaîtrait l'histoire de la sœur rejetée qui avait donné 5 millions d'euros. 3 jours après l'émission, Paris ne parlait plus que de l'affaire Anne-Émilie. Les journaux titraient «
La mendiante aux 5 millions et le scandale du gala de la honte. Anne avait débranché sa télévision, incapable de supporter un mot de plus. À l'hôpital Saint-Louis, l'atmosphère avait radicalement changé. Ses collègues la regardaient avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Le directeur l'avait convoquée dans son bureau, non pas pour la réprimander, mais pour la remercier. « Anne, grâce à vous, nous avons reçu plus de 2 millions d'euros de dons ces 3 derniers jours. Des infirmières de toute la France témoignent sur les réseaux sociaux de leurs propres actions bénévoles. Vous avez lancé un mouvement. » Elle hocha la tête, encore assommée par l'ampleur des conséquences. Le hashtag Ivresse bienfaiteur comptait désormais plus de 500 000 publications. Thomas frappa à la porte de son bureau. Il avait passé ces 3 jours à enquêter, creusant toujours plus profond dans les affaires d'Émilie. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il en s'asseyant. « Quelque chose que vous devez savoir. » Anne sentit son estomac se nouer. L'expression de Thomas était grave, presque gênée. « Vos frais de formation d'infirmière, il y a 7 ans. 15 000 euros payés anonymement à l'école. L'argent venait d'un compte offshore lié à Émilie. Le monde d'Anne vacilla. Quoi? Elle a payé vos études. Anonymement. Pendant qu'elle vous rejetait publiquement, elle vous aidait en secret. Anne s'effondra sur sa chaise. Toutes ces années, elle avait cru qu'Émilie la méprisait totalement. Et pourtant, il y a autre chose, continua Thomas, mal à l'aise. Les détournements sont plus importants que je le pensais. Plus de 500 000 euros sur 5 ans, pas 300 000. Et le pire, il marqua une pause. Son mari l'a quitté ce matin. Philippe Dubois a demandé le divorce, invoquant l'atteinte à l'image de famille. Anne ferma les yeux. Malgré sa colère, apprendre l'effondrement total de la vie d'Émilie lui faisait mal. Où est-elle maintenant? Chez elle, je suppose. Mais Anne, les journalistes campent devant son immeuble. Sa société de relations publiques a rompu son contrat. Ses amis du tout Paris l'évitent comme la peste. Anne se leva et marcha vers la fenêtre. En bas, dans la cour de l'hôpital, des patients se promenaient lentement, accompagnés de leur famille. Cette vie simple, authentique, qu'elle avait toujours connue. « Thomas, j'ai besoin d'aller quelque part. » 1 heure plus tard, Anne se tenait devant la tombe de ses parents au cimetière du Père-Lachaise. La pierre tombale était simple, gravée de leurs noms et dates. Henri et Marie Durand, parents aimants. « Maman, papa » chuchota-t-elle, s'agenouillant sur la terre humide. « Je ne sais plus quoi faire. J'ai voulu me venger d'Émilie, mais maintenant, elle perd tout, et j'apprends qu'elle m'aidait en secret. » Thomas s'approcha doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Vous savez, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture il y a 12 ans. J'étais au volant, comme vous. Pendant des années, j'ai porté cette culpabilité. » Anne leva les yeux vers lui, surprise. « Comment vous avez fait pour... » Continuer, en comprenant que survivre n'était pas une faute, que je pouvais honorer sa mémoire en vivant, pas en me punissant. Il s'agenouilla près d'elle. « Vos parents auraient voulu que vous soyez heureuse, Anne, pas que vous portiez leur mort comme un fardeau éternel. » Elle pleura silencieusement, laissant enfin sortir 10 années de culpabilité refoulée. Thomas l'entoura de ses bras, et pour la première fois depuis l'accident, Anne se sentit comprise. « Qu'est-ce que je dois faire pour Émilie ? Ce que votre cœur vous dicte, pas votre colère, pas votre culpabilité, votre cœur. » En sortant du cimetière, le téléphone d'Anne vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Anne, c'est moi. Je suis devant chez toi. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Juste une fois, je t'en supplie. Émilie. » Anne regarda Thomas, puis le message. Sa sœur l'attendait. Émilie était assise sur les marches de l'immeuble d'Anne, recroquevillée dans un manteau de laine gris. Plus rien de la femme éclatante du gala. Ses cheveux étaient ternes, son visage bouffi par les larmes, son maquillage complètement parti. Elle ressemblait à nouveau à la jeune fille de 16 ans qu'Anne avait connue. « Émilie ?» Anne s'approcha lentement, Thomas restant en retrait. Sa sœur leva les yeux, et Anne y vit une détresse si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Merci d'être venue. Je ne savais plus où aller. » La voix d'Émilie était brisée, dépouillée de son vernis parisien sophistiqué. Anne s'assit à côté d'elle sur les marches froides. « Tu veux monter ?» Une fois dans le petit studio,
Émilie regarda autour d'elle avec curiosité. Les murs couverts de photos d'enfants de l'hôpital, les remerciements de famille, la simplicité authentique du lieu. « Ton chez-toi est chaleureux », murmura-t-elle. « Émilie, pourquoi tu as payé mes études ?» Sa sœur ferma les yeux, comme si la question lui faisait mal. « Parce que je t'aimais. Parce que malgré tout ce que je disais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Anne, je suis tellement désolée pour l'autre soir, pour tout. Alors pourquoi tout ce mépris, cette cruauté ?» Émilie s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains. « Parce que tu me rappelais l'accident. À chaque fois que je te voyais, je revoyais cette nuit atroce. Les phares, les cris, le sang. » Elle releva la tête. « Et je me disais, pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle a survécu et pas nos parents ?» Anne encaissa le coup. « Tu me blâmais? Non, si, je ne sais pas. » Émilie secoua la tête, désespérée. « J'étais en colère contre le monde entier, contre l'injustice, et c'était plus facile de te rejeter que d'affronter cette douleur. » Elles restèrent en silencieuse un moment. Anne observait cette femme brisée, qui était sa petite sœur, cherchant dans ses traits l'enfant qu'elle avait protégé. « Tu sais, tout ce monde dans lequel je vis, c'est du vent, Anne. Mon mariage, mes amis, mes galas, tout est faux. » Émilie rit amèrement. « Philippe ne m'a jamais aimée. Il aimait l'image que je projetais. Et maintenant que cette image est détruite, et l'argent que tu as détourné ?» Émilie pâlit. « Tu es au courant ? Thomas enquête depuis des mois. 500 000 €, Émilie. Tu as volé de l'argent destiné aux enfants malades. » Le visage d'Émilie se durcit soudain, retrouvant une trace de l'arrogance d'autrefois. « Voler, ce n'est pas du vol, c'est de la gestion. Ces galas coûtent cher à organiser, il faut maintenir un certain standing. Tu as acheté des robes à 10 000 € avec cet argent, des voyages aux Maldives. » Et alors ? Émilie se leva, redevenant agressive. « Tu crois que c'est facile de maintenir cette image ? Tu crois que c'est gratuit d'être la parfaite épouse, la parfaite organisatrice ?» Anne se leva aussi, la colère montant en elle. « Ces enfants sont en train de mourir, Émilie. Leurs parents se saignent aux 4 veines pour payer les traitements, et toi, tu utilises leur argent pour tes caprices. Ne me fais pas la morale, » explosa Émilie. « Toi, avec tes 5 millions planqués pendant 10 ans. Au moins moi, j'ai vécu, j'ai construit quelque chose. Tu as construit un mensonge. Tu as construit ta vie sur le dos d'enfants malades. » La vérité claqua entre elles comme une gifle. Émilie recula, les yeux écarquillés. « Tu vas me dénoncer ?» Anne la regarda longuement. Dans ses yeux verts, elle cherchait encore un signe de la petite fille qu'elle avait aimée. Mais elle n'y trouvait plus que calcul et peur. « Je te laisse 48 heures pour tout restituer et te dénoncer toi-même. »« Anne, non, je t'en supplie, je vais tout perdre. » »« Tu as déjà tout perdu, Émilie, ta dignité, ton intégrité, et moi. » Émilie se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Si tu fais ça, nous ne serons plus jamais sœurs. » Anne sentit son cœur se briser, mais sa voix resta ferme. « Nous avons cessé d'être sœurs le soir où tu m'as appelée mendiante, devant 300 personnes. » La porte claqua. Anne s'effondra sur son canapé, épuisée. Thomas sortit de la cuisine, où il s'était discrètement retiré. « Vous avez pris la bonne décision, » dit-il doucement. « Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir tué ma petite sœur de mes propres mains ?» 48 heures s'écoulèrent, sans nouvelles d'Émilie. Anne passa ces 2 jours dans un état de tension extrême, oscillant entre l'espoir que sa sœur ferait le bon choix et la certitude qu'elle devrait aller jusqu'au bout. Le matin du 3e jour, Thomas arriva chez elle avec une expression sombre. Elle n'a rien fait. Émilie est partie à Londres ce matin avec les bijoux qu'il lui restait. Elle fuit. Anne ferma les yeux, sentant le poids de la décision finale peser sur ses épaules. « Il y a autre chose, » continua Thomas. « L'administration de l'hôpital a ouvert une enquête sur vos dons anonymes. Ils soupçonnent des irrégularités dans vos déclarations fiscales. » « Quoi ?» Anne pâlit. « Mais je n'ai rien fait de mal. Je sais, mais vos collègues parlent, les montants sont énormes pour un salaire d'infirmière. Si vous témoignez contre Émilie maintenant, l'attention médiatique va se braquer sur vous aussi. » Anne réalisa l'ironie cruelle de la situation. En dénonçant sa sœur, elle risquait sa propre carrière. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Thomas, s'asseyant près d'elle.
Anne regarda par la fenêtre. En bas, dans la rue, une mère poussait un landau, insouciante et heureuse. Une vie simple, normale, que ni elle, ni Émilie n'avaient jamais eue. « Vous savez ce qui m'a décidée ?» dit-elle finalement. « Hier soir, j'ai reçu un appel de Madame Bertrand. Son fils Lucas, 8 ans, leucémie. Elle me remerciait pour l'aide que j'avais apportée anonymement. 2 000 € pour ses médicaments. Elle pleurait au téléphone. Thomas attendit la suite. Pendant qu'elle me parlait de son fils qui se bat pour vivre, je pensais à Émilie qui dépensait 10 000 € pour une robe. C'est fini, Thomas. Je vais témoigner. » Le procès eut lieu 6 mois plus tard. Anne se présenta à la barre avec dignité, racontant l'histoire de sa famille, l'accident, l'argent de l'assurance qu'elle n'avait jamais voulu toucher. Les avocats d'Émilie tentèrent de la présenter comme une sœur vengeresse, mais l'opinion publique était unanime. Émilie fut condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 1 000 heures de travail d'intérêt général dans un hôpital pour enfants. Elle avait été extradée de Londres et assistait au procès, méconnaissable, vieillie de 10 ans. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressaient autour d'Anne. « Madame Anne, êtes-vous satisfaite de la sentence? Avez-vous pardonné à votre sœur? Regrettez-vous votre don de 5 millions ?» Anne s'arrêta sur les marches du palais de justice, Thomas à ses côtés. « Je ne regrette rien. Cet argent servira vraiment aux enfants malades maintenant. Quant à ma sœur, elle marqua une pause, cherchant ses mots. J'espère qu'elle trouvera sa voie. Nous avons pris des chemins différents, mais l'histoire de notre famille ne se termine pas forcément ici. » En rentrant à l'hôpital, Anne fut accueillie par ses collègues, qui l'applaudirent spontanément. L'enquête administrative avait été classée sans suite grâce aux témoignages de Thomas et aux preuves de la légalité de ses dons. « Docteur Mercier veut vous voir », lui dit Martine avec un sourire mystérieux. Dans le bureau du directeur, Anne découvrit une délégation de représentants du ministère de la Santé. « Mademoiselle Anne, nous avons une proposition à vous faire. Diriger un programme national d'aide aux soignants en difficulté, financé en partie par les dons que votre histoire a générés. » Anne regarda Thomas, qui souriait avec fierté. « Nous travaillerions ensemble ?» demanda-t-elle. « Si vous acceptez, j'aimerais quitter le journalisme pour vous accompagner dans cette mission. » Pour la première fois depuis des mois, Anne sourit vraiment. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, construite sur ses propres choix, et non plus sur la culpabilité du passé. « J'accepte », dit-elle simplement. En sortant de l'hôpital ce soir-là, main dans la main avec Thomas, Anne sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle avait enfin appris à vivre pour elle-même, pas pour expier une faute qui n'avait jamais été la sienne. 18 mois plus tard, Anne se tenait devant les baies vitrées de son nouveau bureau, surplombant Paris. Les Invalides brillaient sous le soleil d'automne, et elle souriait en pensant au chemin parcouru. La Fondation Anne pour l'aide aux soignants avait déjà aidé plus de 3000 familles à travers la France. « Le ministre arrive dans 10 minutes », annonça Thomas en entrant, une pile de dossiers sous le bras. Il portait un costume élégant, mais avait gardé cette spontanéité qui l'avait séduite. « Déjà ? Le temps passe si vite quand on fait ce qu'on aime. » Thomas s'approcha d'elle, l'enlaçant tendrement par derrière. « Vous savez que je suis fière de vous ? Cette femme qui tremblait dans un café il y a 2 ans dirige maintenant la plus grande fondation d'aide sociale de France. » Anne se retourna dans ses bras, le regardant avec amour. Leur relation s'était construite lentement, solidement, sur des bases de respect mutuel et de valeurs partagées. Pas de passion dévorante, mais quelque chose de plus précieux. Une complicité profonde, une tendresse authentique. « Nous dirigeons, Thomas. Nous. » Il sourit et l'embrassa doucement. Ces petits gestes d'affection étaient redevenus naturels, précieux. « À propos, » dit-il en se détachant d'elle, « vous avez reçu du courrier. » Il lui tendit une enveloppe à l'écriture familière. Anne reconnut immédiatement l'écriture d'Émilie, plus tremblante qu'autrefois. « Tu veux que je reste ?» demanda Thomas. « Non, ça va. Je dois lire ça seule. » La lettre était longue, rédigée sur du papier à lettres simples. Pas le papier de luxe à en-tête dorée qu'utilisait autrefois Émilie. « Ma chère Anne, cela fait 6 mois que je travaille au service pédiatrique de l'hôpital Necker. 6 mois que je change des perfusions, que je console des parents épuisés, que je vois ces enfants se battre avec un courage que je n'ai jamais eu. J'ai compris. J'ai enfin compris ce que tu faisais chaque nuit, ce qui te donnait cette force tranquille que j'enviais tant.
Ces enfants m'ont appris ce qu'était vraiment la générosité, le sacrifice, l'amour désintéressé. Je ne te demande pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que ta petite sœur existe encore, quelque part sous les décombres de mes erreurs. Chaque jour, en prenant soin de ces enfants, je pense à toi. Je pense à nos parents. Je pense à cette promesse qu'on s'était faite. Nous deux contre le monde. Ce n'était pas la faute de personne, Anne. L'accident, je veux dire. Nous étions des enfants qui ont perdu leurs parents. Nous avions le droit de vivre après ça. Tu l'as compris avant moi. Je ne te demande pas de répondre à cette lettre. Mais sache que je t'aime, que je suis fière de ce que tu es devenu, et que chaque euro que j'ai volé a été rendu au centime près. J'ai vendu mes bijoux, mes robes, tout. C'était le minimum. Ta sœur qui t'aime, Émilie PS. Hier, j'ai sauvé la vie d'un petit garçon de 7 ans qui faisait un arrêt cardiaque. En le regardant respirer à nouveau, j'ai pensé que peut-être nos parents seraient fiers de nous deux finalement. Anne essuya ses larmes. Pour la première fois depuis des années, elle pleurait sans amertume, sans colère, juste une tristesse douce, mêlée d'espoir. Elle prit une feuille de papier et commença à écrire. « Émilie, je ne peux pas encore dire que je te pardonne complètement, mais je peux dire que je ne veux plus être prisonnière de la rancœur. Ce que tu fais maintenant compte plus que ce que tu as fait avant. Tu avais raison. Ce n'était la faute de personne. Nous avons le droit de vivre, de nous tromper, de nous racheter. J'ai mis 10 ans à l'apprendre. Nos chemins se sont séparés, mais peut-être qu'un jour, ils se recroiseront. En attendant, prends soin de ces enfants comme tu aurais voulu qu'on prenne soin de nous. Anne PS. J'ai joint une photo de nous petites avec papa et maman. Garde-la. Ils seraient fiers de nous deux. Anne glissa la photo dans l'enveloppe, puis la posta en sortant du bureau. Ce soir-là, au cimetière du Père-Lachaise, Anne et Thomas déposèrent des fleurs fraîches sur la tombe de ses parents. « Maman, papa, » murmura-t-elle, « je crois qu'on va s'en sortir. Émilie et moi. Différemment que prévu, mais on va s'en sortir. » En rentrant, Thomas s'arrêta sous un réverbère parisien. « Anne, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander depuis longtemps. » Elle sourit, pressentant la question. « La réponse est oui, Thomas. Mais je n'ai pas encore posé la question. Alors pose-la. » Il s'agenouilla sur le trottoir parisien, sortant une bague simple mais élégante. « Anne, voulez-vous construire l'avenir avec moi ?»« Oui, » dit-elle en riant. « Oui, je veux construire l'avenir avec vous. » Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'ai vu les informations. Je suis heureuse pour vous. Continuez à faire de belles choses. Votre petite sœur qui vous aime. » Et Anne montra le message à Thomas, qui sourit. Autour d'eux, Paris brillait de 1000 lumières. Et pour la première fois de sa vie, Anne se sentait vraiment libre. Libre de son passé, libre d'aimer, libre de vivre pleinement. L'histoire des deux sœurs n'était pas finie. Elle était juste en train de se réécrire, avec espoir et pardon.